De nombreuses maladies dégénératives touchent chaque année un nombre inimaginable de personnes. Bien souvent, lorsqu'on parle de maladies dégénératives ou de démence, la maladie d'Alzheimer est celle qui ressort du lot. Cependant, plusieurs autres maladies sont autant importantes. Parmi celles-ci, on retrouve la démence frontotemporale. Selon Perry et Rosen, il s'agit de la troisième cause neurodégénérative la plus fréquente après l'Alzheimer et la maladie du corps de Lewy. Pour faire une brève description, la démence frontotemporale, comme le dit son nom, s'agit d'une atteinte spécifique au niveau des lobes frontaux et temporaux. Ce sont ces atteintes, selon Perry et Rosen, qui causent une détérioration progressive de la personnalité, du comportement et ou du langage. Il y a aussi des répercussions concernant les habiletés sociales et la mémoire. La démence survient généralement entre 45 et 65 ans, mais des personnes se situant entre 30 et 90 ans peuvent en être atteintes également. Il peut être intéressant de savoir qu'en fait, les activités de la vie quotidienne sont altérées de façon plus importante et que les proches des personnes touchées ont des tâches plus lourdes et complexes que dans le cas d'une atteinte de la maladie d'Alzheimer. Les causes les plus probables que les chercheurs ont trouvées concernant la démence frontotemporale sont en lien avec des mutations du gène codant pour la protéine Tau sur le chromosome 17. La protéine Tau est importante pour stabiliser les microtubules et pour favoriser le transport moléculaire dans les neurones. 40% des patients ont des antécédents familiaux de démence ou de troubles psychiatriques et environ 10% sont associés à un modèle d'héritage autosomique dominant. Il existe 3 variantes de démence frontotemporale, soit la comportementale, la sémantique et la non-fluente. La variante comportementale est le sous-type de démence frontotemporale le plus commun. Il entraîne un changement dans la personnalité, dans la conduite sociale et dans la fonction socio-affective. Les premiers symptômes sont la désinhibition, soit des comportements inappropriés sur le plan social, l'apathie, soit une perte d'intérêt et de motivation, une perte d'empathie, des comportements compulsifs et des changements dans les comportements alimentaires, avec une suralimentation, un changement de préférence alimentaire, soit plus sucré ou plus riche en glucides. Par contre, l'orientation, la mémoire quotidienne et la fonction visuo-spatiale sont souvent bien préservées. Lors d'imagerie cérébrale, les premières structures à être touchées sont l'insula antérieure, le cortex cingulaire antérieur et le cortex orbitofrontal. Ces structures interviennent surtout dans le traitement des émotions, ce qui explique le dysfonctionnement socio-émotionnel, les modifications du comportement alimentaire et les comportements compulsifs. La raison pour laquelle ces régions sont plus touchées n'est pas connue, mais ces régions sont les seules à contenir des neurones von Economo, qui sont des neurones bipolaires en fuseau comportant un seul dendrite. La variante d'aphasie progressive primaire de type sémantique consiste principalement en une détérioration de la compréhension du sens des mots et de la difficulté à reconnaître les objets et les visages. Par contre, les personnes atteintes ne manifestent pas de troubles de l'orientation, de problèmes visuo-spatial et exécutifs et conservent leur mémoire épisodique. La phonologie et la syntaxe sont relativement préservées et la parole reste fluide, bien que simplifiée, avec l'utilisation de substitutions et de mots de remplissage tels que « chose » et « ce lieu ». Les personnes qui en souffrent sont généralement conscientes de leurs troubles. Souvent, ces personnes développent des symptômes comportementaux typiques de la variante comportementale. Les patients fonctionnent initialement très bien à la maison. Cependant, au fur et à mesure que la maladie progresse, la connaissance et l'utilisation des objets deviennent altérées. Les tests d'imagerie cérébrale, dans le cas d'un type sémantique, montrent une atrophie du lobe temporal beaucoup plus marquée et on observe en général une atteinte asymétrique, le lobe temporal gauche étant plus atteint. La variante d'aphasie progressive primaire de type non-fluente. Les personnes atteintes de la variante progressive primaire de type non-fluente ont un discours lent, une apraxie de la parole, qui désigne un manque de coordination et d'adaptation des mouvements volontaires de base, une distorsion sonore et de l'agrammatisme, qui est une diminution de l'utilisation des mots de la fonction grammaticale. Fréquemment, il y a des substitutions de sons incorrects dans un mot, appelées paraphasie phonémique. Par exemple, des erreurs phonologiques avec des substitutions variables de syllabes à chaque tentative de prononciation d'un mot sont entendues. Au cours de l'évolution de la maladie, les personnes ont de la difficulté à répéter, à lire ou à écrire. Des signes moteurs typiquement parkinsoniens sont souvent observés à l'examen. La dépression est également commune.
Bien que les changements de comportement et de personnalité peuvent se développer au fil du temps dans cette variante, ils apportent moins de dysfonctionnements socio-émotionnels que dans la variante comportementale et sémantique. Après 2 ans, tous les domaines cognitifs peuvent être altérés, mais le trouble du langage demeure prédominant et s'aggrave plus rapidement. Lors des tests d'imagerie, une atrophie asymétrique et un hypométabolisme de la région frontale péricélienne inférieure gauche sont les caractéristiques de l'imagerie. Pour les interventions pharmacologiques, il n'existe aucun traitement pour la maladie de la démence frontotemporale. Par contre, plusieurs recherches sont en cours pour développer un traitement. Il y a quelques médicaments qui sont donnés pour réduire les symptômes, mais certains apportent des effets secondaires. Les méthodes non pharmacologiques de traitement des symptômes comportementaux sont importantes, notamment en l'absence de traitement pharmacologique éprouvé. La formation des soignants est importante et peut aider les soignants à se rendre compte qu'un débat rationnel ou un argument n'est souvent pas utile pour modifier le comportement du patient. Voici quelques traitements non pharmacologiques que l'ergothérapeute peut faire avec des clients atteints de démence frontotemporale. La thérapie par l'art est pour aider la stimulation, les interactions sociales et l'estime de soi. Cela comprend la musicothérapie par le chant, la danse, les instruments de musique, l'écoute de chansons, et permet de diminuer l'agitation à court terme pendant l'intervention. Par contre, il n'y a pas de signifiance à long terme. La thérapie par l'activité favorise la participation à des activités pour aider à diminuer l'apathie. Il a été prouvé que l'entraînement physique pratiqué 2 fois par semaine ralentit le déclin cognitif. L'aromathérapie est plus utilisée pour diminuer l'agitation. Elle est faite avec l'utilisation de huiles essentielles comme la lavande, soit simplement respirer ou l'utiliser dans un bain ou lors d'un massage. Il n'y a pas d'effet secondaire comme avec les interventions pharmacologiques et l'efficacité a été prouvée. La thérapie multisensorielle de Snarl-Zelen est un mélange entre la relaxation et les stimuli sensoriels, soit des sons, des lumières ou du toucher. Avec cette thérapie, il y a une diminution des troubles du comportement sur une courte période et une diminution de l'apathie lors de la stimulation sensorielle. Elle vise à améliorer le bien-être de la personne. La thérapie occupationnelle améliore le fonctionnement au quotidien, les contacts sociaux, le bien-être, la qualité de vie, l'humeur et la santé physique de la personne démente en définissant les problèmes, en adaptant l'environnement ou en utilisant des techniques compensatoires. Elle vise à augmenter l'indépendance. Le programme encore en étude est le programme d'activité sur mesure, le TAP. Le TAP est un programme d'intervention communautaire en ergothérapie qui prescrit des activités personnalisées pour réduire les comportements difficiles de la démence et qui consiste à travailler en étroite collaboration avec la personne atteinte de démence et son aidant naturel. L'ergothérapeute prescrit et introduit des activités personnalisées dans le but de réduire les comportements anormaux. Le processus TAP comprend l'adaptation des activités au rôle, aux intérêts et aux capacités cognitives et physiques actuelles de la personne, tout en fournissant aux soignants une éducation sur le processus de la maladie et des compétences en communication, une simplification des activités et une modification environnementale. Les clients reçoivent 8 visites à domicile en ergothérapie, d'une durée comprise entre 60 et 90 minutes sur une période de 4 mois. La TAP est menée sur 3 phases, y compris 1. L'évaluation de l'environnement et de la personne via interview-intervieweur, ainsi que l'évaluation directe avec la personne pour déterminer leur fonction cognitive. 2. L'introduction d'activités sur mesure avec la personne et son aidant. Et 3. La fermeture impliquant l'éducation des soignants sur la généralisation des stratégies pour les futurs déclins fonctionnels et cognitifs. Suite à l'implantation du programme, il y a une amélioration du comportement, du fonctionnement et de la confiance des soignants, diminution de la détresse des soignants. Les fonctions globales à vécu sont souvent améliorées ou certaines fonctions sont améliorées avec une diminution des comportements de la maladie. En conclusion, la démence frontotemporale est une maladie qui, une fois les premiers signes détectés, laisse relativement peu de temps de vie aux personnes atteintes. Selon le site Psychomédia, les personnes souffrant de cette maladie progressive ont une durée de vie médiane de 6 à 11 ans après l'apparition des premiers symptômes et de 3 à 4 ans après le diagnostic. La durée de vie face à la démence frontotemporale est donc plus courte et le déclin plus rapide que pour la maladie d'Alzheimer. Finalement, comme la population est vieillissante et que la majorité des personnes atteintes ont plus de 65 ans, on estime que davantage de recherches sur cette démence devraient être faites afin d'améliorer la qualité et l'espérance de vie des gens touchés.